La Saint-Valentin, ce moment qui évoque des souvenirs magiques et inoubliables pour certains ou qui est vécu dans l'indifférence la plus totale pour les célibataires malgré eux. Moi, la Saint-Valentin m'a toujours fait penser à ce manga qui m'a fait rêver durant mon adolescence par sa vision marrante et kawaii de l'amour. Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler du manga de romance le plus populaire du Shonen Jump, l'inoubliable ne se souvient pas du charmant Raku, de la timide Onodera, de Shitoge, la bourrine au cœur tendre, de Marika, l'allumeuse à la santé fragile, de Tsugumi, la Yor qui n'assume pas ses sentiments, de Ruri les gris ou encore de mon préféré, Maiko le Mastermind. Impossible également d'oublier cette histoire de clés et de serrures qui se complexifiait au fur et à mesure que l'intrigue avançait. Mais savez-vous comment tout ça s'est terminé? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode 2. Que se passe-t-il après l'anime 2? Si t'es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour rejoindre le temple de la critique bien salée à l'africaine, des résumés de manga underground et des sujets que tu ne trouveras nulle part ailleurs sur le YouTube Manga Game. Et oui, générique. Elle a manteau en 50,000, elle dit comment ta couleur. Elle dit Jones, elle dit Jones, elle dit Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Avant d'aborder la suite de Nisekoi dans le manga, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire en revenant sur les événements importants de son animé sublime à la réalisation exceptionnelle qui est pour beaucoup dans son succès. Après une saison 1 qui a introduit les personnages principaux et leur dynamique de groupe et qui s'est conclue sur un hilarant épisode de Roméo et Juliette, la saison 2, qui est un opening de ouf, s'est penchée sur la relation entre Shitoge et sa mère que Raku a permis de consolider, l'introduction de la petite sœur d'Onodera et de ses camarades de seconde, puisqu'entre-temps, nos protagonistes sont passés en classe supérieure et la déclaration d'amour de Maiko à leur prof qui quittait le lycée pour se marier, un de mes chapitres et de mes épisodes préférés. Côté relation, bien que Raku aimait Onodera depuis le début de la série, il commençait à s'attacher à Shitoge. Cette dernière, qui ne le supportait pas au début, a fini par tomber amoureuse de lui, rejoignant ainsi son harem constitué de Tsugumi, Marika, Onodera et sa petite sœur qui le détestaient également au départ. Pour ce qui est du mystère autour de leur promesse, ils apprirent qu'un objet obstruait la serrure du pendentif de Raku, rendant son ouverture impossible à moins de le briser et qu'il s'agissait en réalité d'une promesse de mariage. Ceux qui avaient des souvenirs de cette époque leur ont appris qu'il y a 10 ans, au cours d'une visite du père de Shitoge au Japon pour des négociations avec le père de Raku, les parrains de la mafia s'étaient retirés à la montagne avec leur famille où le jeune Raku y rencontra Shitoge et Onodera avec qui il passait son temps à jouer. Il tomba aussi sur la petite Marika qui était alitée à cause de sa faible constitution et à qui il allait rendre régulièrement visite pour lui tenir compagnie. Toutes les trois quittèrent cet endroit avec une clé liée à la fameuse promesse et à un livre pour enfants où serait représenté le ruban rouge de Shitoge ainsi que le pendentif de Raku. Le manga étant en grande partie composé de sketchs hyper divertissants certes mais quand même dispensables, nous allons uniquement nous attarder sur les chapitres faisant avancer l'intrigue. C'est donc avec cette aura de mystère qu'on retrouve un Raku devenu amnésique après s'être pris une balle de baseball pour protéger Shitoge. Se sentant coupable, elle l'invita à passer la nuit chez elle et le lendemain, après maintes tentatives de ses camarades pour lui faire retrouver la mémoire, la bande se retrouva chez Onodera pour une réunion stratégique. En fouinant dans les affaires de cette dernière, Marika tomba sur le fameux livre pour enfants qu'ils lirent tous ensemble. Il était une fois deux royaumes. Le prince et la princesse de ces deux contrées étaient de bons amis. Ils s'étaient promis de se marier une fois adultes. Mais un jour, une guerre éclata entre les deux royaumes et le prince et la princesse furent séparés l'un de l'autre. Avant de quitter le prince, sa bien-aimée prononça ces mots: Swansea in love.
Prends ce cadenas, j'en garderai la clé. Conservons ces objets précieusement sans jamais nous en séparer. » Ensemble, ils dissimulèrent un trésor dans le pendentif en forme de cadenas et se séparèrent après s'être jurés de se revoir. « Quand nous nous reverrons, j'utiliserai cette clé pour ouvrir ce pendentif et libérer ce qu'il contient. Nous pourrons alors vivre heureux. » Éloignés l'un de l'autre, le prince et la princesse ne pensaient qu'aux retrouvailles. Un jour, ne tenant plus, le prince partit en courant. Il franchit plaines et montagnes et se dirigea là où habitait sa chère princesse. C'est alors qu'un portail immense se dressa devant lui. Un grand cadenas verrouillait alors ce dernier. Le prince se retrouva bien embarrassé. Surgit alors une petite fille portant une clé autour de son cou. « Tiens donc, tu sembles bien embêté, laisse-moi t'aider. » Et à ces mots, la petite fille introduisit la clé dans le cadenas. Au fil de la lecture, Chitoge se rappelle que le prince et la princesse de cette histoire font tout pour se revoir, mais que des obstacles surgissent successivement et que par chance, des fillettes possédant toute une clé venaient en aide au prince. Alors qu'ils arrivaient au bout de l'histoire, ils constatèrent à leur grande dame que les dernières pages du livre étaient arrachées. Raku se souvint alors que la fin de cette histoire était plutôt triste et qu'elle avait fait pleurer cette fameuse fillette qui la lisait le jour de leur rencontre. Il en a alors modifié la fin pour lui rendre le sourire. La bande se sépara alors, satisfaite de l'avancée par rapport à la promesse et à l'amnésie de Raku. Ce dernier retrouva la mémoire le lendemain après s'être fait cogner par Chitoge qui craqua parce que Raku semblait accorder plus d'importance à ses vieux souvenirs plutôt qu'à ceux qu'ils ont partagés ensemble durant leur relation factice. Ils finissent par faire la paix et toute la bande se ramena à l'anniversaire de Chitoge où ils passèrent tous un moment agréable. À la fin, Raku, qui s'interrogeait au sujet du livre pour enfants, se rendit compte que s'ils suivent la logique de ce dernier, il devrait exister une clé supplémentaire en plus des 3 qu'ils connaissent. Après un chapitre où Raku et Haru sortirent ensemble pour chercher un cadeau d'anniversaire à Onodera et où elle n'a pas pu s'empêcher de davantage tomber sous le charme du crush de sa sœur, Mikage, une amie d'enfance de Marika, vint lui rendre visite le temps d'une journée. Elle raconte à la bande les aventures de Marika dans leur collège pour filles de famille aisée où cette dernière était victime de brimades avant de soumettre ses harceleuses et de devenir la boss du bahut. Pendant que Mikage traumatisait Onodera et Chitoge avec son attitude de chasseuse de chair fraîche, Marika supplie Raku de faire semblant d'être son fiancé le temps de la présence de son ami à qui elle a évidemment raconté ses bobards. Raku accepte de jouer le jeu et la petite perverse, souhaitant donner un coup de boost à leur relation, leur organisa un rencard au parc d'attractions. Au cours de ce dernier, pendant que Raku reprenait ses esprits suite aux déclarations enflammées de Marika, Mikage, qui discutait avec elle, évoqua un secret que son ami cachait à son fiancé. Elle les enferma ensuite dans la grande roue où Marika remercia Raku pour ce moment passé ensemble, puis lui demanda un baiser avec tout le sérieux du monde. Raku, troublé comme à son habitude dans ce genre de situation, ne sut pas répondre aux sentiments de la demoiselle qui n'insista pas davantage et lui répondit par un sourire. Plus tard à la gare, pendant qu'il disait au revoir à Mikage qui avait cramé leur comédie, Raku est choqué d'apprendre que c'était elle la chef des harceleuses qui persécutait Marika. Après le départ de la furie, Marika arrive à voler un bisou à Raku et le prévient que la prochaine fois, elle viserait le centre. Quelques semaines plus tard, au cours d'un festival en pleine vacances d'été, Haru, qui avait découvert que le couple de Chitoge et Raku était factice et qui s'était perdu dans la foule, finit par passer la soirée avec ce dernier qui était parti à sa recherche. Après avoir longuement cogité sur la question, elle finit par demander à Raku s'il était le fameux prince charmant qu'il avait sauvé lors de son premier jour de lycée. Ce dernier nia maladroitement comme à son habitude et au bout d'un énième compliment du jeune Yakuza, la petite sœur de son crush l'avait définitivement dans la peau. Bien sûr, Raku ne se doutait en
rien de ses sentiments. Après un autre tour ensemble, ils finissent par tomber sur le reste du groupe avec qui ils terminaient la soirée dans la joie et la bonne humeur. De retour chez elle, après avoir à nouveau confirmé les sentiments de sa grande sœur envers Raku, elle se retire dans sa chambre et choisit de taire ses sentiments pour soutenir sa sœur. Après un arc assez profond où Ruri, Raku et Maiko allèrent passer un week-end plein de souvenirs avec l'arrière-grand-père de cette dernière qui s'était une semaine plus tard, Raku reçoit à la fin des vacances d'été la visite de Yui Kanakura, une amie d'enfance plus âgée avec qui il a été élevé et qu'il appelle affectueusement Frangine. Cette dernière était également la boss de l'organisation Char Sui à la tête de la mafia chinoise. Ayant enfin du temps libre depuis qu'elle a repris les affaires familiales, elle a tenu à venir en vacances au Japon où elle comptait rester un moment. Après avoir raconté à Shitoge qu'elle semblait connaître ses nombreuses anecdotes d'enfance avec Raku, elle se présenta le lendemain à leur lycée en tant que leur nouvelle prof principale. En effet, à force de sauter de classe en travailleuse acharnée qu'elle était, elle se retrouva diplômée d'université et du concours d'enseignante à 19 ans. Il va sans dire que la classe fut choquée quand Raku l'appela Frangine devant eux. Ce fut également les retrouvailles avec Maiko, avec qui elle entretenait une étrange relation de maîtresse et esclave. Elle alla également saluer Marika, qui ne semblait pas ravie de la revoir, puis elle regarda Onodera, à qui elle ne fit étrangement aucune remarque. La classe péta une nouvelle fois les plombs quand elle leur dit qu'elle habitera chez Raku durant toute la durée de son séjour. Ça devait être dur d'être un PNJ mec dans cette classe. De retour à la maison, quand Raku lui demanda pourquoi elle tenait tant à être dans son lycée, elle répondit à demi-mot en ne manquant pas de bien l'émoustiller. Plus tard dans la nuit, alors que Raku cogitait dans sa chambre, Yui qui était somnambule vint se glisser dans son lit comme quand ils étaient enfants. C'est à ce moment que Raku remarqua qu'à son cou se trouvait la clé manquante du livre pour enfants. À son réveil, Raku la questionna à propos de leur voyage d'il y a 10 ans et de la promesse qu'il avait faite à cette époque. Cette dernière, ravie de voir que lui et les autres avaient gardé les objets de cette époque, les appela tous après les cours et leur montra sa clé. Elle dit se souvenir de chacune d'elles, Tsugumi comprise, étant surprise de les avoir toutes retrouvées dans la même classe. À défaut de la fameuse promesse qu'elle dit ne pas connaître, elle leur parla à la place de leur relation de l'époque et embarrassa Marika jusqu'à la faire avouer qu'elle se souvenait bien d'elle et qu'elle ne la supportait pas. Plus tard, une fois seule avec Raku, Yui lui avoue qu'elle connaît la fille de la promesse mais qu'elle ne lui dira rien jusqu'à ce qu'il ait choisi celle qui compte le plus pour lui aujourd'hui. Peu après, Raku apprend de son père que Yui est orpheline et que Raku est la seule famille qui lui reste. Le lendemain, après que la somnambule se soit de nouveau réveillée dans le futon de Raku encore endormi, elle avoue l'aimer depuis toujours et pas en tant que petit frère. Après un chapitre où les élèves accompagnés de leurs tuteurs traumatisèrent leurs conseillers d'orientation avec leurs délires respectifs, on apprend que le rêve de Ruri est de devenir traductrice afin de retranscrire au mieux les émotions des œuvres originales que les traducteurs conventionnels saccagent, comme ce fut le cas d'un livre qu'elle a lu plus jeune. Quelques chapitres plus loin, au cours d'un rencard entre Shitoge et Raku où Yui s'était incrustée, cette dernière avoue ses sentiments pour Raku à la blonde au ruban pendant qu'Onodera et Ruri passaient par là. La bataille des chéris était donc lancée. Quelques aventures plus tard, Ruri qui surprit Maiko en train de repousser les avances d'une fille qui lui fit sa déclaration, se mit à se questionner au sujet de l'amour quand elle apprit de la bouche de ce dernier qu'il était amoureux de leur ancienne prof principale et qu'il avait du mal à l'oublier. Après plusieurs chapitres où les personnages continuaient de se tourner autour, comme Raku et Onodera qui travaillèrent ensemble dans une station thermale, Shitoge qui va rendre visite à Raku en pleine nuit avec qui elle se retrouve dans une situation gênante, ou encore Raku et Yui dans leur
leur cohabitation quotidienne, au cours de laquelle cette dernière commença à montrer une facette plus sensible de sa personnalité à cause de sa peur de se retrouver à nouveau seule. Le père de Chitoge lui annonce qu'elle et Raku n'ont plus besoin de jouer la comédie puisqu'elle et Tsugumi doivent retourner aux États-Unis pour des raisons familiales. Je vous passe les détails, mais Raku fit des pieds et des mains en compagnie de Tsugumi pour empêcher le départ de sa petite amie, au point d'affronter Claude qui mettait des coups de pression assez badass à tout le monde, avant de se faire calmer par le père de Chitoge qui finit par céder, convaincu par tous ces hommes qui le supplièrent de laisser la petite rester au Japon en promettant d'arrêter leur querelle avec le clan Shuei. À la fin de ces péripéties, Onodera tomba par hasard sur les pages manquantes du livre pour enfants qui était dans la chambre de sa petite sœur qui les avait cachées quand elle était plus jeune après qu'elle se soit détachée à cause de ses lectures répétées. Le lendemain, Raku qui était passé chez les pâtissières grâce à une manigance d'Haru tomba sur les pages manquantes et se mit à les lire avec Onodera. Le jeune prince reprend sa course folle. Il est à 2 pas de rejoindre sa princesse, mais un horrible spectacle l'attendait. Le château de la princesse était en flammes. Le jeune prince, oubliant même sa fatigue, se précipita. Or, comble du malheur, la princesse était déjà morte. Le prince pleurait et hurlait de chagrin. Le prince, tout en prononçant Once in Love, prit la clé que la princesse semblait garder précieusement dans sa main et l'inséra dans son pendentif. Le cadenas s'ouvrit alors avec force pour libérer les 2 anneaux sur lesquels étaient inscrits leurs noms. Raku remarqua l'ajout du mot magique sur la page et Onodera lui rappela qu'il avait modifié la fin du livre que lisait la fille de ses souvenirs. Si ce livre se retrouvait chez Onodera, alors ça ne pouvait signifier qu'une chose. Mais en bon protagoniste de Nisekoi qu'ils sont, ils furent pris d'une nouvelle crise de déni. Raku remarqua alors qu'il manquait la dernière page qu'Onodera cherchait toujours. Après avoir passé le réveillon ensemble grâce à Haru, Onodera apprit que cette dernière n'a jamais vu la dernière page du livre qui était déjà arrachée à l'époque où elle le lisait. Sa mère qui entrait dans la pièce renchérit en disant qu'elle n'avait pas acheté ce livre mais que quelqu'un le leur avait donné. Évidemment, elle ne se souvenait pas de qui. Une fois à l'école, Onodera raconta tout au reste du groupe et Marika, qui avait remarqué le rapprochement entre Raku et elle, mit à exécution son plan pour le nouvel an qui consistait à kidnapper Raku sur une île déserte. Là-bas, après une expérience à la Koh-Lanta, Raku apprit les problèmes de santé de Marika ainsi que les motivations profondes de cette dernière. Ils finirent cette expédition en admirant les premiers rayons de soleil de l'année dans une atmosphère unique. De retour au Japon, tout le groupe se retrouva au temple et chacun pria pour débuter l'année sous les meilleurs auspices. Après quelques chapitres, Yui fit officiellement sa déclaration à Raku, qui évidemment ne sut répondre à ses sentiments. Cette soirée-là, après lui avoir fait un baiser indirect via une couverture, elle quitta la demeure Ichijo et emménagea dans son propre appartement. Elle lui dit au passage qu'elle n'est pas la fille avec qui il a fait cette promesse et attend toujours qu'il ait fait son choix pour lui révéler toute la vérité. Après avoir dit à Chitoge qu'elle s'est faite rejeter, elle lui annonce qu'elle se retire de la course et lui souhaite bonne chance. Quelque temps plus tard, on retrouve Marika, le souffle court, prenant une dizaine de comprimés sous le regard de sa garde du corps. Cela faisait un moment qu'elle ne venait plus au lycée, manquant même le jour de la Saint-Valentin, au cours duquel Raku fut tout heureux de recevoir du chocolat de Chitoge, d'Onodera et de Tsugumi. Alors que Raku et Chitoge, inquiets pour elle, s'apprêtaient à lui rendre visite, ils la rencontrèrent à la sortie du lycée et firent un bout de chemin avec elle. Pendant qu'ils papotaient, Marika reçoit un appel de sa mère qu'elle ignore aussitôt. Quand ses amis lui demandèrent pourquoi, elle révéla qu'elle s'entendait plutôt mal avec cette dernière et que leur rapport ne saurait s'améliorer par une simple discussion comme ce fut le cas avec la mère de Chitoge. Pendant que Chitoge retournait chercher son sac à l'école, Marika en profite pour offrir son cadeau de Saint-Valentin à Raku, une bague en chocolat. Ce dernier profite du moment pour mettre les choses au clair avec elle comme avec Yui, mais Marika le devança en lui disant qu'elle sait qu'il est amoureux d'Onodera et
et qu'il joue la comédie avec Shitoge. Malgré cela, elle prit son courage à deux mains et fit une déclaration super touchante à Raku. Ce dernier, frappé par la sincérité de la jeune fille, s'apprêtait à lui répondre quand Marika fit un malaise et s'écroula. Sa garde du corps s'approcha alors, disant qu'elle a atteint ses limites et qu'il est temps pour elle d'accomplir la tâche que la mère de Marika lui a confiée. Elle bâillonna et ligota la malade avant de l'emmener en rassurant Raku qu'il s'agit juste d'une légère anémie et qu'il ferait mieux de l'oublier. Elle fit ses adieux au jeune Ichijo qui resta confus par ce revirement soudain. Le lendemain, alors qu'ils essayaient de la joindre sans succès, leur prof Yui vint leur annoncer que Marika a quitté le lycée la veille pour retourner dans sa province pour des raisons de santé. Il va sans dire que toute la classe fut choquée par la nouvelle. Le lendemain, lorsque leur groupe se réunit sur le toit pour en savoir plus, Raku appela la seule personne qui pouvait les éclairer, Mikage l'excentrique. Cette dernière, se doutant de la tournure des choses, leur révéla que Marika a quitté le lycée à cause d'un pacte qu'elle aurait conclu avec sa mère. Sa famille descendrait d'une ancienne et importante lignée de samouraïs du Kyushu, dont la chefferie se transmet de mère en fille. La mère de Marika, actuellement à la tête de la famille, transmit à sa fille la santé fragile des membres de leur lignée. Marika fut donc surprotégée pour cette raison et reçut une éducation stricte, la préparant à épouser l'homme qu'on aurait choisi pour elle. Quand elle rencontra Raku pendant ses soins, elle demanda à sa mère de lui permettre d'intégrer son lycée quand elle serait en âge de se marier. Grâce au soutien de son père, Marika put obtenir cette faveur à deux conditions. La première était qu'elle serait renvoyée dans le Kyushu si elle n'était plus en état de suivre les cours, sa garde du corps et aussi subordonnée directe de la chef de famille étant là pour juger de son état de santé. La deuxième était que si elle n'arrivait pas à convaincre le garçon de son choix de l'épouser, elle serait rapatriée de force et devrait épouser l'homme que sa mère aura choisi dès le jour suivant et devra obéir à cette dernière toute sa vie. La relation entre cette mère et sa fille n'avait rien de normal et seul son père était de son côté. C'est pour cela qu'il a arrangé les fiançailles entre sa fille et ce jeune garçon dont elle était tombée amoureuse, mais non sans mal, car il avait beau être l'homme de la famille, il était considéré comme adopté et n'avait aucun pouvoir au sein des Tachibana. La mère de Marika ne s'intéresserait pas du tout à sa fille, à qui elle n'aurait parlé pour la première fois qu'à l'âge de 7 ans. Ce jour-là, la petite insista pour offrir un cadeau d'anniversaire à sa mère, qui ne se montrait jamais en public à cause de sa santé fragile. Mais alors que la petite trompa la vigilance de ses suivantes pour retourner voir sa mère, elle vit cette dernière déchirer le cadeau qu'elle venait de lui offrir. Le lendemain, Marika devait épouser un divorcé d'une quarantaine d'années, PDG d'un grand groupe. Elle avait misé toute sa vie sur le pari de séduire Raku, mais malgré ses efforts, elle avait perdu et devait maintenant accepter son sort. Si elle n'avait jamais parlé de tout ça à Raku, c'était pour que ce dernier ne se sente pas obligé de la choisir par pitié. Mikage était cependant prête à leur venir en aide pour sauver son ami. Ils décidèrent donc de tous s'y rendre avec l'aide de Yui qui les couvrit auprès du lycée de leurs parents et qui mit un avion à leur disposition pour le voyage. À la demeure des Tachibana, Marika, qui était restée fidèle à elle-même, essaya de s'enfuir en sautant par la fenêtre, mais Honda, sa garde du corps, la rattrapa aussitôt. Sa mère vint à leur rencontre et demanda à sa fille si elle avait une demande particulière pour le lendemain, ce à quoi Marika répondit qu'elle voulait se marier en robe blanche à l'occidentale. Après s'être échangé quelques autres paroles acerbes, sa mère lui promet quand même la robe de mariée et lui donne rendez-vous à la cérémonie. Peu après, la bande de Raku qui était arrivée à la forteresse des Tachibana se fit refouler à l'entrée et envoya Mikage en reconnaissance auprès de Marika. Pendant que l'excentrique essayait de remonter le moral à son ami complètement désespéré, une voix retentit depuis l'extérieur, ébranlant toute la maisonnée. Marika, qui reconnut ses amis, ne put cacher la joie qui l'animait, ce qui rassura Mikage qui alla rejoindre les autres.
À la nuit tombée, Mikage leur montre un passage secret menant à l'intérieur du domaine que Raku, Shitoge et Tsugumi empruntèrent pendant que le reste du groupe fut assigné à d'autres tâches. Une fois à l'intérieur, l'équipe d'infiltration tomba sur Honda qui se révéla être une ninja ne répondant qu'aux ordres de Chika Tachibana, la chef de famille. Tsugumi lui fit alors face pour ouvrir la voie à ses amis et le combat entre les deux forces de la nature débuta. Malgré les réflexes hors du commun de Tsugumi, la Kunoichi domina leur affrontement et finit par mettre Black Tiger échec et mat. De leur côté, Raku et Shitoge qui se faisaient poursuivre par les gardes du domaine arrivèrent à une impasse. Shitoge saisit alors Raku et le lança à l'étage du dessus où se trouvait la mère de Marika. Une fois devant l'impitoyable chef de famille qui ne faisait pas du tout son âge, Raku entama avec elle la discussion la plus lunaire de l'œuvre. Pourriez-vous annuler le mariage prévu demain? Pourquoi? Je suis au courant pour votre pacte. J'avoue qu'au départ, elle était peut-être d'accord, mais quand même, se retrouver mariée à un inconnu, je trouve ça immonde. Pourriez-vous reconsidérer la question? Qu'y a-t-il de malaise qu'une mère choisisse un époux pour sa fille? Votre fille ne le souhaite pas. Je sais que c'est une coutume familiale, mais essayez de vous mettre à sa place. Dans ce cas, l'épouseras-tu en contrepartie? Honda m'a tout raconté. Tu ne partages pas ses sentiments. Alors, comment peux-tu oser demander ça? C'est pour te donner bonne conscience? Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. J'en ai bien conscience. Pourtant, j'aimerais aider Marika. S'il vous plaît, laissez-lui juste un peu de temps. Rien ne l'oblige à se marier si vite. Ce serait mieux pour elle et pour vous également. Pourquoi? Eh bien, parce que vous souhaitez le bonheur de Marika, non? Pardon? En quoi mérite-t-elle d'être heureuse? Comment? Je ne souhaite pas spécialement son bonheur. Pourquoi le devrais-je? Moi aussi, ma mère m'a choisi un mari. J'avais une santé encore plus fragile que celle de Marika. Je n'avais même pas le droit de marcher librement à l'extérieur. Ça a été pareil pour ma mère et pour la mère de ma mère aussi. Il en a toujours été ainsi. Alors, en quoi cette petite mériterait-elle un traitement de faveur? Mais ce n'est pas une raison pour la priver de liberté et de bonheur, non? C'est vous qui en décidez arbitrairement. Oui, c'est bien moi. Et alors? Qu'y a-t-il de mal à se montrer arbitraire? C'est ma fille, je te signale. Ça a beau être votre fille, c'est une personne. N'en parlez pas comme d'un objet. Il existe toutes sortes de familles dans ce monde. Et pour moi, c'est plutôt critiquer quelque chose qui dépasse vos critères qui est arbitraire. Cette petite peut déjà s'estimer heureuse d'avoir pu passer plus d'1 an dans ton école. Tu vois que je suis généreuse finalement. Tu n'es pas d'accord avec moi? Raku n'avait plus les mots. À ce moment, Honda apparut derrière lui, disant qu'elle a fait enfermer Tsugumi et Shitoge et reçu pour ordre de sa maîtresse de faire également enfermer Raku, qu'elle remettra à la police après la cérémonie. Avant de partir, Raku lui posa une dernière question. Que ressentez-vous pour Marika? Tu espères peut-être que je te réponde que je l'aime? Tu vas me faire vomir. La discussion était close. Raku s'excusa pour le dérangement. Une fois en cellule, il péta les plombs à cause de ce glaçon qui servait de mère à Marika quand il se rendit compte qu'il avait un compagnon de cellule, le père de Marika. Son poste de préfet de police ne l'empêcha pas de se faire enfermer par sa femme lorsqu'il vint plaider la cause de sa fille. Quand Raku lui demanda pourquoi elle était aussi froide, le père de Marika lui révéla qu'à une époque, elle avait aussi essayé de fuir ce château pour fréquenter le lycée de son choix, mais qu'elle a été rapatriée aussitôt. Brisée par le poids de cette tradition, elle reporterait une partie de cette douleur sur sa fille. Il conclut en avouant à Raku que malgré tout, il l'aimait quand même. Au lever du jour, les prisonniers furent libérés par Mikage qui s'était introduite par un autre passage secret. Le père de Marika, qui préféra rester dans sa cellule pour observer l'évolution de la situation, confia sa fille à Raku en disant que le jeune qu'il était pouvait peut-être changer les choses, contrairement aux adultes comme lui qui ont trop de contraintes. On revit Marika peu après, toute splendide dans sa robe de mariée, qui rencontra son futur époux avec qui elle fit les présentations, prête à
sceller son destin. Ils entrèrent ensemble dans la chapelle aménagée pour l'occasion et Marika, cogitant, ne répondit même pas à la question du prêtre. Ils s'échangèrent leurs alliances et au moment de sceller leur union par un baiser, le hurlement de Raku ébranla toute la salle. Les convives et la mariée se retournèrent et virent le prince charmant de Madame tout haletant. Sous la pression de sa mère, Marika s'adressa de façon formelle à Raku et lui dit avec une poker face inouïe qu'elle se marie de son plein gré et ne ressent absolument plus rien pour lui, qui n'avait de toute façon pas l'intention de répondre à ses avances. Quand elle conclut en lui disant de s'en aller, Raku lui répondit que c'est tant mieux si elle est heureuse, mais qu'il aimerait qu'elle le lui dise d'un air plus réjoui. Il continua en disant que même s'il ne peut pas lui rendre son amour, il ne pouvait cependant pas la laisser dans la mouise, car pour lui, elle demeure une précieuse amie. Il lui demanda alors si elle lui permettait de la sortir de ce mauvais pas, ce à quoi Marika répondit en enlevant l'oreillette de sa mère pour l'écraser avec son talon, en refaisant sa coiffure habituelle et en demandant à Raku, toute larmoyante, de venir la kidnapper. Raku répondit avec plaisir, soutenu par sa team, qui fut automatiquement interceptée par les gardes du domaine. Pendant que la moitié d'entre eux s'effondrait après avoir ingurgité la cuisine d'Onodera, qui s'était infiltrée dans le personnel avec Ruri, l'autre moitié allait se faire défoncer par les Avengers de l'amour. Marika s'assit telle une lady attendant son prince charmant et Black Tiger, prête à prendre sa revanche, arracha un banc du sol comme si c'était une vulgaire chaise avant de le balancer sur les gardes. L'ex-futur époux de Marika, qui était resté silencieux tout du long, demanda à cette dernière de lui remettre son alliance qui appartenait jadis à sa défunte femme. Ne tenant pas rigueur à la jeune fille, il lui révéla qu'il ne pouvait pas refuser la demande de sa mère, qui l'avait beaucoup aidé par le passé, mais que la voir, elle et ses amis essayaient de forcer le destin, lui a redonné foi en la vie. Il s'en alla alors en souhaitant le meilleur à Marika. La bataille prit une toute autre ampleur quand Mikage se pointa avec un hélicoptère pour exfiltrer son ami et que Shika Tachibana convoqua sa garde secrète pour mettre fin à cette rébellion. Quand ces dernières s'attaquèrent à Marika, Honda retourna sa veste et les repoussa toutes, prête à soutenir sa protégée aux côtés de Black Tiger. À la demande de Mikage, elles explosèrent un des murs derrière lequel Raku, qui s'était accroché à l'échelle de l'hélicoptère, attendait. Pendant que Shika Tachibana, frustrée de voir tout ce remue-ménage pour sa fille, hurla à sa garde de ne surtout pas la laisser partir, Marika déchira sa robe et se défait de ses chaussures avant de se mettre à courir en hurlant de toutes ses tripes. Quand les Kunoichi essayèrent de lui bloquer le passage, Shitoge lui fit la courte échelle pour lui donner de l'élan jusqu'à ce qu'elle saute dans le vide et atterrisse dans les bras de ce cher Raku. Sa mère, dépitée, regarda Marika s'en aller en se demandant pourquoi cette petite n'était pas aussi faible qu'elle. Son mari, qui vint se tenir à ses côtés, lui dit que leur fille n'était pas le genre d'oiseau qu'on pouvait mettre en cage et lui demanda si elle n'allait pas en profiter pour les libérer toutes les deux de cette horrible tradition. Il lui fit remarquer qu'elles ne sont pas si différentes, vu que comme Marika, elle avait également fréquenté le lycée Bonyari avec ce qui semblerait être les mères de Shitoge et d'Onodera. Il lui offrit enfin son soutien pour l'aider à changer les choses. Quand l'hélicoptère fit atterrir les deux tourtereaux, Marika le remercia pour tout ce qu'il avait fait et pendant qu'il lui détaillait la suite de leur plan, Marika lui dit qu'elle ne pouvait malheureusement pas le suivre car elle souffre d'une maladie particulière depuis l'enfance qui pouvait s'avérer mortelle si elle s'entête à ne pas la traiter. La seule clinique qui offre ce traitement se trouverait aux États-Unis et devra la garder pendant 2 ans pour qu'elle soit complètement guérie. Et vu que cette clinique appartient au Tachibana, autant dire qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se rendre à sa mère. Mikage, qui était au courant de ce secret, organisa néanmoins cette expédition pour lui permettre de revoir l'amour de sa vie une dernière fois. De plus, le fait qu'ils se soient tous démenés pour la libérer de cette prison la comblait de bonheur et lui avait donné la force d'aller de l'avant. Elle
Elle conclut en disant que même si elle n'avait pas atteint son objectif initial, qu'elle ne regrettait rien et fit ses adieux à Raku en le remerciant pour tout. À ce moment, Marika reçut un appel de sa mère qui lui dit de faire comme elle voudra. Avec son antipathie habituelle, elle lui annonça qu'elle n'avait plus à se marier ou à lui succéder et que leur lignée prendrait fin avec elle. La daronne ajouta qu'elle pensait depuis longtemps abolir cette tradition désuète et conclut en disant que Marika pouvait aller se soigner et faire ce qu'elle voulait ensuite. Avec la joie de cette nouvelle, Raku demanda à Marika de ne plus lui parler d'adieu et lui dit à la prochaine en la prévenant qu'ils viendraient tous lui rendre visite pendant son traitement aux États-Unis. Marika ne put retenir ses larmes. Quelques jours plus tard, toute la bande se réunit à l'aéroport pour lui dire au revoir. Quand le groupe la laissa seule avec Raku, Marika le remercia une nouvelle fois avant de semer le doute dans son esprit par ses questions et de lui faire comprendre qu'actuellement, il était amoureux de 2 filles à la fois et qu'il devait mettre ses sentiments au clair pour ne pas avoir de regrets. Elle lui dit alors au revoir en lui faisant un bisou sur le front en plein milieu comme elle l'avait promis. Elle embarqua ensuite pour les États-Unis en compagnie de Honda qui l'escortait, pressée de revenir auprès des personnes chères à son cœur. Quelques jours après le départ de Marika, leur vie ordinaire avait repris et Raku continuait de cogiter sur ce qu'elle lui avait dit. C'est pendant un énième rendez-vous palpitant avec Chitoge qu'il se rendit compte que ses amis n'avaient pas tort. Les chapitres qui suivent, la promotion de Raku entrant en terminale et après un ultime focus sur Haru qui était maintenant en première, Tsugumi apprit enfin que Raku et Chitoge jouaient la comédie pendant tout ce temps. Mais remarquant la sincérité des sentiments de sa maîtresse, elle décida également de définitivement se retirer de la course après avoir avoué à Raku qu'elle l'aimait aussi, même si elle a fait en sorte qu'il n'entende rien. Ruri quant à elle se surprit à rêver qu'elle se mariait avec Maiko. Après une journée passée avec l'heureux élu qui visait la même fac qu'elle et qui souhaitait devenir professeur, elle découvrit son côté observateur et altruiste à l'image de Raku ainsi que leur point commun qui faisait qu'il n'arrêtait pas d'occuper ses pensées. Elle avait définitivement le béguin pour lui. Un jour où Raku, Chitoge et Onodera passaient la nuit à l'école pour observer des étoiles filantes, la Beehive surprit la pâtissière en train de faire sa déclaration à Raku qui était endormi. Quand Onodera l'aperçut, Chitoge feint de n'avoir rien entendu, mais fut profondément troublé par cette révélation. Le lendemain, alors qu'elle s'était décidée à confronter son ami, elle surprit une discussion entre Raku et Maiko où elle apprit que son petit ami aimait également Onodera et ce depuis le collège. Abattue par la nouvelle, elle rentra chez elle en larmes, réalisant que la fille et le garçon qui comptait le plus pour elle étaient amoureux l'un de l'autre. Le lendemain, elle fit comme si de rien n'était et après avoir brièvement parlé d'Onodera à Raku, elle lui dit au revoir et ne revint plus jamais au lycée. Tsugumi vint les informer qu'elle et ses affaires avaient disparu de la maison et Yui leur annonça qu'elle avait officiellement quitté leur lycée. Même son père ne leur en dit pas plus. Raku s'introduisit alors en douce dans la chambre de Chitoge et tomba sur son journal intime qu'il se mit à feuilleter. Au fur et à mesure qu'il lisait, il se rendit compte que sa petite amie factice n'écrivait que du bien sur lui et c'est d'un air dépité qu'il referma le journal en se demandant pourquoi elle était partie sans rien lui dire. Le temps passa et à la veille des vacances d'été, le père de Chitoge révéla enfin à Raku que cette dernière se trouvait aux États-Unis, travaillant au sein de l'entreprise de sa mère en tant que son assistante personnelle. Ses amis lui manquaient, mais elle s'était jurée de ne pas s'immiscer entre l'amour réciproque de Raku et d'Onodera. Elle cogitait encore quand elle tomba sur ces derniers qui avaient débarqué dans le hall de la société. Prise de court, son premier réflexe fut de se cacher et bien qu'elle soit heureuse de leur visite, elle s'enfuit en laissant sa mère gérer. Par un drôle de hasard, partout où elle s'enfuyait, elle les retrouvait sur son chemin et finit par croiser le regard de ces derniers qui se mirent à lui courir après. Elle réussit à semer Raku, mais prit ses jambes à son cou quand elle tomba sur Onodera, qui la retint en lui criant qu'elle aimait ce dernier. Après un bref échange où Chitoge nia ses sentiments envers Raku, la princesse Beehive disparut à nouveau. Le soir venu, sa mère l'a surpris avec sa clé et
et écouta leur aventure à propos du livre de leur promesse. Elle demanda alors à sa fille si elle souhaitait rencontrer l'auteur du fameux livre qui n'était autre que la mère de Raku. Elle continua en disant que c'est cette dernière qui lui a offert le livre et continua de choquer sa fille en révélant qu'elles avaient fréquenté le même lycée avec les mères de Marika et d'Onodera. Chitoge, dépassé par ces nouvelles, se confondit en théorie avant d'accepter d'aller rencontrer sa belle-maman. Raku et Onodera rentrèrent finalement bredouille au Japon et Onodera, peinait que Chitoge lui laisse la voie libre de cette manière, rassura Raku en disant qu'elle finira par revenir. La concernée se rendit en Europe et frappa de la part de sa mère à la porte de celle qui détenait toutes les réponses. La mère de Raku, respirant la sérénité, reçut Chitoge dans une sorte de serre. C'était une autrice de livres pour enfants qui parcourait le monde pour son art et qui ne voyait pratiquement jamais son fils, à l'image de la mère de Chitoge. Le livre de leur promesse était son premier ouvrage qu'elle rédigea quand elle était étudiante, avec pour envie de créer une suite à la tragique histoire de Roméo et Juliette. Elle révéla à Chitoge qu'il se terminait par la mort des deux amoureux qui se retrouvèrent cependant au paradis où ils vécurent heureux. Mais Raku, dans son innocence d'enfant, changea cette fin en faisant survivre les deux amoureux qui se marièrent et vécurent heureux sur terre. Cela amena l'autrice à dorénavant toujours conclure ses histoires par des happy ends. Elle révéla ensuite à Chitoge l'origine du titre de son livre. La mère de Raku s'était inspirée de la légende du pont de Tumski en Pologne qui dit que les amoureux qui y accrochaient un cadenas avec leur nom et en jetteraient la clé dans la rivière seront unis pour toujours, utilisant un ordinateur de l'époque pour traduire le titre qu'elle avait en tête en polonais. Mais le logiciel de traduction pourri dont elle se servit traduit fidèlement le début mais mit le reste en anglais. Elle avait déjà tiré le livre quand la mère de Chitoge lui fit remarquer son erreur qu'elle effaça par honte avant de le lui donner. Chitoge ne put s'empêcher de rire de cette anecdote, adorant l'histoire de ce livre dont le destin s'est servi pour tous les réunir. La Madone avoue cependant ne pas savoir quelles promesses ils se sont fait, mais lui conseilla de se rendre sur place pour chercher des indices. Elles se dirent au revoir et pendant qu'elle regardait Chitoge s'en aller, elle s'excusa de ne pas lui avoir dit la vérité car elle connaissait bien la promesse et se doutait qu'elle risquait de la blesser. Du côté de Raku, qui avait une énième discussion avec son pote au sujet de ces deux amours, le mastermind brilla une nouvelle fois par ses paroles. Quand tu aperçois un beau coucher de soleil, quand tu entends une musique qui te plaît, quand tu gagnes à une tombola, tous ces petits trucs du quotidien, ces petits moments de bonheur ou de veine que tu vis, à qui as-tu envie d'en parler en premier? Alors, quel visage t'apparaît? Pour la première fois de l'histoire, tout était limpide dans sa tête. À ce moment, la mère de Chitoge appela Raku et lui indiqua l'endroit où sa fille se rendait, le plateau de Tenku. Chitoge, qui fut la première à arriver sur les lieux, commença son enquête. Raku, qui s'apprêtait à la rejoindre, fut abordé par Yui qui lui demanda s'il avait enfin fait son choix. Raku lui répondit sobrement oui, mais refusa qu'elle lui spoile l'histoire. Elle lui fit alors un autre cadeau en faisant retirer ce qui coinçait la serrure de son pendentif. Il s'agissait d'un morceau de sa propre clé que leurs camarades de l'époque avaient cassé à l'intérieur en essayant de l'ouvrir par curiosité. Elle laissa alors Raku partir vers son destin, également prête à passer à autre chose. Après une journée de voyage, il arriva avec sa team à la terre des promesses et ils se séparèrent en deux groupes pour retrouver Chitoge. Sur le chemin, Raku tomba sur Claude qui avait appris toute la vérité et qui essayait encore de l'empêcher de voir Chitoge. Mais Tsugumi vint une nouvelle fois à sa rescousse et lui ouvrit la voie. Après être tombé sur la demeure où Marika était alitée, il vit cette dernière qui descendait en parachute sur lui, ne voulant en aucun cas manquer le dénouement de l'histoire. Le rassurant qu'elle retournera suivre son traitement une fois sa mission accomplie, elle lui dit qu'elle se souvenait en réalité de tout, mais
qu'elle s'était tue car elle n'était pas la fille de la promesse. Elle voulait cependant lui avouer cette vérité avant qu'il ne fasse sa déclaration à celle qu'il aime aujourd'hui. Après avoir tenté sa chance une dernière fois, elle remonta dans son hélicoptère en indiquant à Raku l'endroit de la colline où elle avait aperçu Chitoge. Onodera, de son côté, arriva à un immense manoir qui semblait lui évoquer quelque chose pendant que Chitoge tomba sur le rocher où Raku rencontra la fameuse fillette. Onodera pénétra dans le manoir et se souvint que Chitoge y habitait à l'époque et qu'ils y jouaient tous les trois en compagnie de Marika, Yui, Tsugumi et même de la petite Haru. Ils étaient inséparables le temps d'un été. Dans l'armoire de la chambre de Chitoge, elle découvrit la dernière page du livre pour enfants ainsi que la modification que Raku y fit. À cet instant, Onodera et Chitoge se souvinrent de tout. 12 ans plus tôt, Chitoge, Onodera, Yui et Marika, qui s'étaient rendu compte qu'elles allaient bientôt toutes être séparées, eurent l'idée de se faire la promesse de se revoir, comme dans le livre que Chitoge avait donné à Onodera. Chitoge rajouta à cette promesse qu'elle se mariera avec Raku, à la surprise des autres. Marika s'en mêla alors et se mit à se disputer avec Chitoge quand Yui eut l'idée de faire confectionner par une connaissance de son père un cadenas et 4 clés qu'elles se partageraient. Une fois les joyaux terminés, elles appelèrent Raku pour qu'il décide qui prendra la clé de la princesse. Quand elles lui demandèrent avec qui il voulait se marier, son choix se porta sur Chitoge, aux grandes dames de Marika, à cause de ses cheveux longs qui la rendaient plus féminine. Elles décidèrent donc de faire le partage le lendemain. C'est à ce moment que la timide Onodera, qui parlait à peine, laissa tomber la dernière page du livre que Chitoge trouva peu après. Quand elle alla la rapporter à Onodera, elle surprit Raku en train de lui avouer qu'en réalité, c'est elle qu'il aime et qu'il souhaite marier, sentiment que la petite Onodera partageait également. Elle ne voulut cependant pas que Raku rende Chitoge triste en lui avouant la vérité et ils eurent à la place l'idée de graver leurs 2 noms sur le rocher où ils s'étaient rencontrés. Au moment de leur séparation et du partage des clés, Chitoge remit à Onodera la clé de la princesse à la surprise de tous en leur disant que c'est parce qu'ils s'aiment tous les deux. Elle fit ensuite promettre à Raku de rendre Onodera heureuse, de même que Marika lui fit promettre que ce sera elle qui l'épousera s'il n'est pas marié à Onodera quand ils se reverront. Ils firent enfin la promesse commune de se retrouver et de redevenir amis à nouveau. Après un dernier regard échangé, Raku et Onodera, qui étaient les derniers encore présents, firent la promesse qu'on vit au tout début du manga sous les yeux de la petite Chitoge qui observait de loin. De retour au manoir, Chitoge revit la page qu'elle n'avait pas eu l'occasion de remettre à Onodera et la déposa dans son armoire, puis sa clé dans son journal intime, se disant qu'ils ne se reverront sans doute jamais. Onodera, qui revint à elle, s'écroula en sanglots en disant que Chitoge avait fait exactement la même chose qu'à l'époque. Cette dernière pleurait également à chaudes larmes, réalisant qu'il n'y a qu'Onodera qui ait jamais compté pour Raku. La pâtissière, ne souhaitant pas que son amie soit cette fois encore la seule à souffrir, courut la retrouver. Alors que Tsugumi tenait en joue son professeur, qu'elle avait réussi à battre grâce aux chaînes de Honda, ce dernier lui avoua qu'il avait tout fait pour repousser Raku, car pour lui, Tsugumi était le meilleur mari possible pour la jeune boss. Cette dernière, estomaquée, se mit à rire pendant que Claude continuait de déblatérer des âneries et lui demanda de bien la regarder quand elle dévoila sa poitrine, disant à ce satané binoclard qu'elle est une fille. Le comte, dépassé par la révélation, demanda si elle avait subi une opération avant que Tsugumi lui fasse comprendre qu'il n'avait juste rien remarqué depuis son enfance. Lui prouvant une nouvelle fois que les apparences sont trompeuses, elle réussit à lui faire enfin accepter Raku Ichijo. Maiko et Ruri, qui marchaient gaiement dans leur coin, se mirent à discuter du triangle amoureux qui s'était formé entre leurs amis, puis Ruri demanda à nouveau à Maiko s'il aimait toujours la prof. Maiko répondit oui et lui dit comment Raku l'avait poussé à faire cette déclaration sans laquelle il aurait eu des regrets toute sa vie. Quand Ruri lui avoua qu'elle le comprenait et qu'elle réalisait maintenant à quel point c'était difficile d'avouer ses sentiments à celui qu'on aime, Maiko, tout guillerée, lui demanda qui était l'heureux élu. Grande fut sa surprise quand Ruri lui avoua en
toute sobriété que c'était lui qu'elle aimait et qu'elle était prête à attendre qu'il oublie la prof. Elle se réjouit ensuite d'avoir pu prendre Maiko au dépourvu pour la première fois. Marika de son hélicoptère aperçut Chitoge qui s'enfuyait et descendit la voir pour lui remonter les bretelles. Après une discussion assez poignante entre les deux jeunes filles, Chitoge remercia Marika en la prenant dans ses bras et s'empressa de retourner sur la colline où se dirigeait Raku. Au lever du soleil, Raku et Onodera se croisèrent sur la colline et alors qu'ils commencèrent à discuter futilement comme à leur habitude, Onodera réalisa à travers les mots de Raku que ses sentiments avaient changé. Elle saisit alors cette dernière occasion qu'elle avait de se confesser en avouant enfin à Raku qu'elle l'aimait depuis le premier jour. Pendant qu'elle s'excusait de ne lui avouer cette vérité que maintenant, Raku fut bouleversée par cette révélation qui fit ressurgir en lui tous ces moments où elle n'a cessé de lui envoyer des signes. Cette vague d'émotions fit pleurer Raku, de même qu'Onodera qui ne put retenir ses larmes. Raku avoua aussi à Onodera qu'il l'aime et ce depuis le collège. Onodera le remercia en disant qu'elle l'avait compris il y a peu, mais qu'elle savait également que les choses étaient différentes aujourd'hui. Quand Raku lui confirma qu'il y avait désormais quelqu'un d'autre dans son cœur, elle lui remit sa clé, la clé de la princesse, et lui dit d'aller rejoindre l'élu de son cœur. Raku la remercia et la laissait à peine quand Ruri et Maiko la rejoignirent. Onodera annonça le verdict à sa meilleure amie qui vint la prendre dans ses bras quand elle lui présenta sa mine toute triste. Raku qui marchait encore introduit la clé d'Onodera dans la serrure qui s'ouvrit et quand il retira le couvercle, il vit à l'intérieur 2 bagues faites de perles avec son nom et celui d'Onodera en dessous. Il réalisa enfin l'identité de la fille de sa promesse et lut les lettres qu'ils avaient écrites à l'époque à leur eux du futur. Lui avait écrit un mignon petit texte où il promettait à sa moitié une belle vie de famille et Onodera lui avait écrit une jolie lettre d'amour en lui demandant à la fin s'il l'aimait encore. Raku en eut le cœur peiné mais n'avait cependant aucun regret. Arrivé au sommet de la colline, il retrouva la princesse Beehive qui l'attendait. Ils se saluèrent timidement et pendant que Raku cherchait ses mots, Chitoge lui dit sans détour qu'elle est amoureuse de lui. Elle se confia alors totalement à lui du moment où cet amour était né, à la raison de sa fuite et s'excusa pour lui avoir causé du souci, disant qu'elle était maintenant prête à renoncer à lui. Raku lui avoua alors qu'Onodera venait de lui déclarer son amour mais qu'il avait refusé ses avances. Il continua en disant qu'il avait toujours aimé Onodera mais qu'aujourd'hui c'est avec quelqu'un d'autre qu'il souhaite être. Après avoir vanté les bons côtés de Chitoge, il lui dit franchement qu'il était amoureux d'elle et après un échange touchant, Chitoge se retourna, les larmes plein les yeux. Elle bondit dans les bras de Raku en lui disant qu'elle l'aimait et qu'elle était folle de lui. Après s'être remis de leurs émotions, Chitoge dit à Raku que grâce à une connaissance de sa mère, elle avait une opportunité unique de faire quelque chose qui lui plaisait, mais que ça prendrait plusieurs mois, voire quelques années. Raku l'encouragea alors en lui disant de foncer et qu'il était prêt à l'attendre le temps qu'il faudra. Ils rejoignirent alors leurs camarades au bas de la colline et le regard des deux rivales se croisa. Onodera prit son ami dans les bras et les deux se mirent à pleurer, faisant même pleurer Ruri. Peu après, Chitoge et Tsugumi quittèrent officiellement le Japon pour retourner aux États-Unis, de même que Marika qui reprit son traitement. Le temps passa, les membres restants du groupe continuèrent leurs études, poursuivirent leur petite vie, allèrent de l'avant et finirent par décrocher leur bac. Quelques années plus tard, on retrouve Raku qui a atteint son objectif de devenir fonctionnaire, mais qui avait également repris la succession de son père à la tête de son clan. Ce dernier laissa la sécurité de la ville entre les mains avenantes du nouveau boss et alla rejoindre la mère de Raku pour une seconde lune de miel. Du côté des Beehive, Claude avait pris la succession du père de Chitoge et s'entendait mieux avec Raku. On retrouva aussi le professeur Shu Maiko aux côtés de sa compagne Ruri qui avait également réalisé son rêve de devenir traductrice. La prof Kyoko était également rayonnante avec ses deux enfants que Maiko avait hâte de rencontrer. Haru et sa camarade Fu avaient également bien grandi et la jeune pâtissière était désormais à la tête du commerce familial.
Paula, la disciple de Tsugumi, décrocha son doctorat et travaillait dans un labo. La Don Yui n'avait pas chômé également et attendait patiemment la naissance de son bébé. La charmante Tsugumi était devenue mannequin et Marika Tachibana se portait comme un charme avec une multitude de demandes de prétendants. Enfin, on retrouva la grande pâtissière Kosaki Onodera préparant le gâteau de mariage de ce cher Raku qui conviait tout ce beau monde à la cérémonie. Sur le lieu de leur promesse, Raku Ichijo alla retrouver la créatrice de mode mondialement reconnue qui faisait battre son cœur, Shitoge Kirisaki. Ils se mirent à papoter comme à leur habitude, puis sortirent leur nouveau cadenas et leurs nouvelles clés en remplacement des précédents qu'ils avaient enterrés sous le rocher ce jour-là. Ils prononcèrent ensuite leurs phrases fétiches et Raku fit sa demande à sa dulcinée qui accepta avec joie. Après toutes ces années, ils avaient enfin honoré leurs promesses et ils scellèrent leur union par leur premier baiser. Plusieurs années plus tard, on vit le fils des deux tourtereaux, Haku Ichijo, qui rencontra Sasa Miyanagi, la fille d'Onodera, lors de leur entrée en seconde au lycée Bonyari. Nous voilà à la fin de cet épisode spécial Saint-Valentin sur la suite de Nisekoi après l'anime. Ce fut un réel plaisir de faire cette vidéo sur ce manga qui a littéralement défini mon idéal féminin et une surprise de constater qu'aujourd'hui, j'appréhendais les choses totalement à l'opposé de ma première lecture de l'œuvre. C'est à cause de ce genre d'expérience que les mangas demeurent pour moi une des plus belles choses que ce monde a à offrir et c'est ce type de sujet qui me rend heureux d'avoir créé cette chaîne. J'espère que comme moi vous avez apprécié ce moment. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire pendant que je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Narobas pour vous servir.